このビッグが言うけ。おい、やめろ。俺は渦巻きナルト、未来の火影だってばよ。ひなたは父のように強くて母のように優しいすごい忍びになりたいです。だからナルト君を守るためなら死ぬことなんて怖くない。お前、家はどこだ？こんなでっかい家があるのになんで泣いてるんだ？ネジ兄さんに代わってほしい。それが私の人道だから。ひなたUzumaki Naruto, Hyuga Hinata. Un couple qui est tantôt apprécié tant celui-ci fut attendu par une grande partie de la fanbase, tantôt dénigré par des gens qui trouvent que cette relation sort de nulle part. Ce qui est sûr, les deux personnages dont on va parler sont, que l'on ne veuille ou non, liés par le fil rouge du destin. D'un côté, le petit garçon un peu idiot, habité par un démon détesté et surtout méprisé de tous les villageois, et de l'autre, une petite fille héritière d'un des clans les plus prestigieux du village, mais qui en réalité n'est pas du tout faite pour occuper un tel rang. Et de ce fait, elle aussi se fera en quelque sorte rejeter. L'histoire que je m'apprête à vous conter est celle de deux enfants frappés par la solitude, deux enfants qui par les caprices du destin se sont retrouvés main dans la main. C'est un secret pour aucun de mes abonnés, je suis un très grand fan du couple Naruto-Hinata. Et si tu l'es aussi, je t'invite d'ailleurs à venir sur mon Instagram où je partage quasiment tous les jours des fanarts sur ce couple-là. Pour organiser toute l'argumentation, on va d'abord commencer par parler principalement du personnage de Naruto. Ensuite, on parle de Hinata et on finira par regarder un petit peu les indices et tout ce que les gens pensent en général de la relation afin de mieux l'expliquer. Et durant cette partie, j'en profiterai pour démonter un petit peu les arguments de certains pro-Narusaku. Sur ce, Ohayo Mina Seihiro et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'une des plus belles relations, celle de Naruto et Hinata. Le 10 septembre, de l'union du Kiroi Senko et du Akai Shisho no Habanero naquit l'Hokage orange de Konoha, Uzumaki Naruto. Le jour de sa naissance, le nourrisson se vit enfermer en lui la moitié du démon renard neuf que du nom de Kurama et perdu par la même occasion ses parents, tout en recevant le discours de sa mère lui donnant des conseils de vie. Cette action était censée faire de lui un véritable héros ayant sauvé le village, mais au lieu de ça, les villageois firent l'amalgame entre le démon qui sommeillait en lui et le jeune garçon. D'ailleurs, ce démon aussi était incompris puisque considéré comme une calamité ou une catastrophe naturelle, alors que la vérité était tout autre. L'amalgame était tellement ancré dans les esprits que les parents interdisaient à leurs enfants de jouer avec Naruto, laissant ce dernier dans une solitude profonde. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que même si ces derniers temps, le récit nous l'a un petit peu fait oublier, Naruto a connu la véritable solitude, ces moments où personne ne fait réellement attention à toi. Ces moments où quand tu rentres chez toi, il n'y a personne pour t'accueillir. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que énormément de gens sont sûrement extrêmement satisfaits de voir notre héros avec une famille qui attend à chaque fois avec impatience son retour. Mais ça, on y reviendra un petit peu dans la suite de la vidéo. Je compte consacrer une vidéo entière au personnage même de Naruto ainsi qu'à son évolution philosophique et mentale qui, je trouve, est extrêmement intéressante. Sûrement lassé de se lamenter et de pleurer dans son coin, le petit garçon décida de caresser un rêve, celui de se hisser au sommet de la hiérarchie de son village, en d'autres mots, accéder au titre de Hokage. De cette manière, tous ceux qui le détestaient, tous ceux qui le haïssaient seraient obligés de reconnaître sa valeur. Ce que j'aime beaucoup dans le développement de Naruto, c'est que à la base, son but premier n'est pas nécessairement de gagner en puissance, mais juste d'être reconnu par tous les gens qui le méprisent. Même si le gain de puissance sera bien évidemment nécessaire pour atteindre son but, cela deviendra un véritable besoin à partir du moment où celui-ci tissera des liens et qu'il aura besoin de gagner en force pour préserver ces mêmes liens. C'est pour ça que la principale motivation de Naruto, c'est Sasuke qui est sûrement le lien le plus fort qu'il a réussi à tisser. Que ce soit l'apprentissage du Rasen Shuriken ou la maîtrise du pouvoir de Kyuubi, Sasuke avait toujours une place importante là-dedans. Même si l'apprentissage du mot d'ermite a été fait à première vue dans l'optique de venger Jiraiya, c'était également pour que Naruto soit en mesure de protéger les gens qui lui sont chers ainsi que tous les membres de son village. D'ailleurs, en réalité, après son combat contre Pain, Naruto avait déjà accompli une partie de son rêve, celui d'être reconnu à sa juste valeur. Sans même avoir le titre officiel de Hokage, Naruto se comportait à ce moment déjà en tant que tel. Parce qu'au final, c'est ça le rôle d'un Hokage, être le shinobi le plus fort de son village afin de protéger tous ses habitants. C'est en général d'ailleurs des personnes appréciées et respectées par tout le village qui accèdent à ce titre. Comme le dit Itachi, ce n'est pas en devenant Hokage qu'on devient apprécié de tous,
mais c'est en étant apprécié de tous qu'on devient le Hokage. Notre héros avait donc pour moi à ce moment-là atteint une grande partie de son rêve. Il est parti de la plus basse échelle, étant considéré comme un déchet de la société, jusqu'à atteindre les sommets. Beaucoup à la découverte du fait que Naruto était la réincarnation de Ashura, ont cru bon de conclure que l'un des messages principaux du manga, à savoir le fait que tu puisses partir de la plus basse échelle pour atteindre les sommets, avait été bafoué. Personnellement, je ne vois pas les choses de cette façon. Oui, le fait d'être la réincarnation d'Ashura donne à Naruto une génétique particulière lui offrant des facilités. Mais ça n'enlève rien au fait qu'il ait dû baver dur et ne jamais abandonner pour en arriver là où il est aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il a d'abord échoué 3 fois à l'examen de l'académie avant d'être diplômé et il a été rejeté par tout le monde, donc oui, il est bel et bien parti de la plus basse échelle. Parce que si on continue dans cette logique, il faudrait aussi reprocher le fait d'en avoir fait le fils de 2 ninjas d'exception comme Minato et Kushina, fait qui a été révélé bien plus tard dans l'œuvre, certes, mais qui avait été deviné par la fanbase depuis des années. De toute façon, je développerai plus cet aspect dans ma vidéo consacrée à notre héros préféré, donc si ce n'est pas déjà le cas, abonne-toi pour ne rien manquer. En tout cas, on peut dire qu'après avoir atteint un niveau jamais atteint par aucun être humain, la seule chose qui manquait à ce jeune garçon, c'était une âme sœur et une véritable famille. Hyuga Hinata, un des personnages les plus controversés de l'œuvre, puisqu'il fait partie des persos féminins les plus appréciés par les fans du manga, mais est également détesté par une certaine minorité d'entre nous. Je pense que ce n'est pas le personnage en lui-même qui est détesté, mais plutôt le fait qu'il soit souvent comparé à un autre personnage féminin, celui de Sakura. Certains fans de l'élève du Godaime, sûrement en manque d'arguments, se voient donc dans l'obligation de dénigrer Hinata afin de mettre en avant leur personnage. J'ai d'ailleurs fait une vidéo que je trouve très complète à ce sujet, je t'invite à aller la regarder si ce sujet-là t'intéresse. Pour l'heure, ce qui nous préoccupe ici, c'est de comprendre le personnage de Hinata. Le 27 décembre, soit un peu plus de 3 mois après la naissance de son futur mari, vint au monde la fille héritière de la Soke du clan Hyuga. Cette petite fille grandira dans un luxe et un confort que n'importe qui rêverait d'avoir, ayant des serviteurs pour satisfaire tous ses désirs. Ce faisant d'ailleurs appelé par le suffixe sama par la plupart des membres de son entourage, preuve encore une fois du respect d'autrui à son égard. Et là, de suite, on a l'impression qu'elle est réellement l'opposé de Naruto. Cependant, ce confort et ce luxe cache en réalité une profonde solitude presque similaire à celle du petit blondinet. Pour comprendre la solitude de Hinata, il faut comprendre la haine qui marque le malheureux destin des Hyuga. Il existe dans ce clan 2 branches. La Soke, appelée branche principale en français, est la branche chargée de perpétuer la prospérité du clan. Elle a directement la charge de protéger leur dojutsu, le Byakugan. Hinata ainsi que sa sœur Hanabi et son père Hiyashi font partie de cette branche. Et on a à l'opposé la Bunke qui est la branche parallèle du clan. Elle a le devoir de protéger par tous les moyens la famille principale et ce, même si ses membres doivent aller jusqu'à donner leur vie. Neji et son père Hisashi sont membres de la Bunke. Lors du combat fractricide entre Hinata et Neji, Lee nous explique que ce genre de séparation sociale est monnaie courante chez des clans prestigieux possédant des capacités spéciales. Les Hyuga ne sont donc pas vraiment si anormales que ça de ce point de vue. Non, la véritable malédiction est quelque part d'autre. Les membres de la Bunke ayant pour devoir de servir et d'obéir au doigt et à l'œil aux membres de la Soke, les membres de la famille principale ont mis au point un jutsu que l'on appelle le sceau de l'oiseau en cage. Lorsqu'un membre de la Bunke atteint l'âge de 4 ans, il voit ce sceau gravé sur son front. Celui-ci permet aux membres de la Soke de provoquer un choc extrêmement douloureux dans le système neuronal du membre de la famille secondaire, le faisant ainsi ressentir une douleur immense. Ainsi, les membres de la Soke sont d'un seul signe de la main capables de détruire les neurones de n'importe quel membre de la Bunke. Cette inégalité affreuse qui règne depuis des années au sein de ce clan a fait naître chez certains membres de la Bunke une haine incommensurable à l'égard de la famille principale. C'est le cas de Hisashi Hyuga, le père de Neji, qui était dans la Soke à la base, mais étant le jumeau cadet de Hiyashi, il fit reverser dans la Bunke afin d'être le Kagemusha, c'est-à-dire le guerrier de l'ombre de son aîné. Il fera honneur à ce titre puisqu'il se sacrifiera pour protéger son frère, son clan et son village. En réalité, le cas de Hisashi est un petit peu particulier et je vous invite donc à aller voir ma vidéo dédiée au clan Hyuga pour plus d'infos. Mais du coup, quel est le rapport avec Hinata ? Ben, c'est tout simplement qu'avant même d'être considéré comme un ninja aguerri, cette petite fille se retrouva pris en tenaille entre son cousin, qui est considéré comme son frère, et qui par la suite de la mort de son père redirigera toute sa haine envers elle, et son père que les aléas de la vie avaient rendu extrêmement sévère, qu'il la considérait comme une bonne à rien et qui la rejette sans même chercher à la comprendre. C'est comme ça que malgré le fait qu'elle semblait être entourée de choses qui étaient censées la rendre heureuse, Hinata a fini elle aussi par se retrouver
toute seule. J'aime beaucoup cette espèce de contraste entre le fait d'avoir toutes les grâces possibles, mais d'au final pouvoir se retrouver seul parce qu'on n'a personne capable de nous comprendre. Mais dans cette allée sombre, une lumière finit par apparaître dans la vie de la jeune fille, et cette lumière porte le nom de Naruto Uzumaki. Voilà, je pense qu'un petit résumé de la philosophie et de l'histoire des deux personnages était nécessaire afin de mieux comprendre la suite. Mais je vous rappelle que pour le cas de Naruto, je suis resté un petit peu en surface et j'y reviendrai plus précisément dans ma vidéo dédiée même au personnage. On va donc maintenant rentrer plus en détail dans le pourquoi du comment de cette relation. Quand on parle de la relation entre Naruto et Hinata, on entend très souvent des trucs comme « ça n'a pas été prévu de base par l'auteur, c'est du fanservice, cette relation n'a aucun sens » ou encore la plus grosse bêtise que j'ai jamais entendue, « ça aurait été plus logique qu'ils finissent avec Sakura ». Bon, le cas des Narusaku étant un petit peu particulier et pas très intéressant, j'y répondrai un petit peu en fin de vidéo. Mon but sera donc de vous montrer ici qu'au-delà qu'ils forment visuellement un très beau couple selon moi, que leur union est plus que logique et que finalement Kishimoto n'aurait pas pu trouver meilleure compagne à son héros. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, Hinata a beaucoup souffert de la pression qui pesait sur ses épaules et de la haine mal placée de son cousin Neji. Elle a fini par penser qu'elle n'était réellement bonne à rien et que de toute façon, quels que soient ses efforts, elle resterait quelqu'un de faible. La mentalité de son clan qui laisse croire que personne ne peut changer n'aidant bien évidemment pas. Mais Dieu merci, le destin finira par mettre sur sa route ce jeune garçon. Un jeune garçon qui était détesté de tous et qui connaissait une solitude encore plus grande que la sienne. Son sourire, sa ténacité ainsi que son courage ont fait naître chez la jeune Hyuga une très grande admiration pour ce dernier. Et c'est cette admiration qui au fil du temps se transformera en amour. Il n'y a qu'à regarder le combat qui opposa Hinata à Neji. Malgré la pression psychologique qu'exerçait son cousin sur elle et aussi malgré son manque de confiance en soi, Hinata sut se dresser face à son adversaire grâce aux encouragements de Naruto. Naruto étant en réalité pour elle la preuve qu'à force de redoubler d'efforts, on peut passer du stade de raté à surdoué. Ce combat aussi a été très instructif pour Naruto puisqu'il fut impressionné par la force et le courage de sa future épouse. Si vous remarquez bien d'ailleurs, après ce combat, Naruto répétera plusieurs fois que Hinata était en réalité une fille très forte. Du coup, ça me fait toujours rigoler quand on essaye de m'expliquer que cette relation est juste du fanservice qui n'a ni queue ni tête. Ce n'est sûrement pas pour rien que l'auteur a fait le choix de leur faire partager le même Nindo, c'est-à-dire la même voix du ninja. Les deux, quelle que soit l'adversité, n'abandonneront jamais, et ce, même dans les pires des situations comme à la mort de Neji. Tout comme Naruto, Hinata est l'un des personnages qui a le plus évolué dans le manga, et je trouve qu'elle a même plus évolué que certains personnages principaux comme Sakura. Kishimoto n'aurait clairement pas pu trouver meilleure épouse pour son héros selon moi. Le film The Last n'est que la concrétisation de leur relation en réalité. Et on va justement analyser certains éléments de cette histoire. Déjà, il faut comprendre qu'on a deux versions pour ce récit. La version la plus connue est le film sorti le 6 décembre 2014 au Japon, réalisé par Tsubeo Kobayashi en partenariat avec Masashi Kishimoto. La seconde version, beaucoup moins connue, est le light novel écrit par Maruo Kyozuka, toujours en partenariat avec Kishimoto. Les deux versions sont assez similaires, mais celle de Kyozuka étant une œuvre purement littéraire, de nombreux détails, en particulier sur la relation entre nos deux protagonistes, y sont présents. Du coup, ça me permettra de répondre à certaines questions qui resteraient encore dans les esprits de ceux s'étant arrêtés au film. Pour faire un tout petit résumé, dans ce film, on a affaire à un nouvel Otsutsuki, descendant direct de Hamura, le cadet de Hagoromo. Ce dernier, ayant hérité des idées corrompues de son clan, cherchera à détruire la Terre en y faisant s'écraser la Lune. Bon, en réalité, ce speech est un prétexte pour pouvoir concrétiser la relation entre Naruto et Hinata. La première critique que les détracteurs de ce film mettent en avant, c'est « ce film n'a aucun sens puisque Hinata a déjà fait sa déclaration contre Pain ». Et en effet, si vous vous êtes arrêté au film, c'est une question qui peut rester sans réponse. Mais dans le light novel, Naruto explique qu'en réalité, il n'a pas compris la déclaration de Hinata. Pour lui, il n'y a pas vraiment de différence entre aimer les ramen, aimer le shogi ou aimer une personne. Ce n'est qu'en rentrant dans l'espèce de genjutsu du monde interdimensionnel qu'il finira par comprendre que ce n'est pas la même chose. Cette scène est également présente dans le film, mais est vraiment beaucoup mieux expliquée et détaillée dans le light novel, et on comprend réellement les sentiments de Naruto et pourquoi il s'en rendait pas compte. C'est vrai qu'à première vue, c'est une explication un peu merdique, faut pas se mentir, mais n'oublions pas que Naruto est un esprit très simple, donc ça paraît plutôt logique. Ensuite, bon, les pros Narusaku disent que ça n'a pas de sens que le héros finisse avec Hinata, vu qu'à la base, il aimait Sakura. Bon, déjà, j'ai déboîté cet argument plus tôt dans la vidéo, mais ici, j'aimerais rajouter une interview que Kishimoto a donnée en 2017 au site Anime News Network.
Il dit ceci: « Je n'ai pas réalisé que je causerais une telle controverse. Même à la maison, ma femme voulait que Naruto finisse avec Sakura, annonce-t-il avec humour avant d'expliquer son choix. Je pense que ce qu'il m'a fait réaliser qu'ils devaient finir ensemble, c'est que quand vous y pensez, Hinata a toujours soutenu Naruto avant même Maître Iruka. Elle voyait au-delà de sa réputation la personne qu'il était au fond de lui. Et je suis totalement d'accord, ça n'aurait eu aucun sens qu'ils finissent avec Sakura, puisque les deux n'ont quasi rien en commun, que ce soit au niveau de leur développement ou de leur passé. D'ailleurs, elle et Sasuke non plus n'ont rien en commun, mais ce n'est pas très grave selon moi, puisqu'il ne s'agit pas du perso principal. Kishimoto dira d'ailleurs qu'il hésitera longtemps à faire de Hinata un personnage plus important dans l'œuvre au vu de son douloureux passé, ce qui l'a rapproché beaucoup plus de Naruto, Sasuke et même Kakashi. Bref, une relation entre Naruto et Sakura ne raconterait rien du tout. Vous me connaissez, je suis plutôt quelqu'un d'ouvert au débat, je n'impose jamais mon avis comme une vérité générale, mais pour le cas Narusako, franchement si vous le trouvez peu sensé que ce qu'on a eu dans l'œuvre, laissez-moi vous dire que vous avez sûrement échoué à comprendre une grande partie de celle-ci. Attention, chacun est libre d'aimer et de fantasser sur n'importe quelle fanfiction, c'est pas ce que je dis, mais la trouver plus légitime que la relation qu'on a eue dans l'œuvre, c'est plutôt ça que je méprise. L'une des choses que j'apprécie le plus dans ce film, c'est la métaphore avec l'écharpe rouge, représentant le fil qui relie Naruto et Hinata. C'est en quelque sorte cette écharpe qui finit par coller les morceaux qui manquaient pour concrétiser cette relation. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est présente au début du film, en plein milieu et également à la fin, puisque cet objet représente en réalité la connexion entre les deux. Au passant, je vois que beaucoup reprochent aussi d'avoir fait de Hinata une femme au foyer. Certains allant même jusqu'à dire que c'est dégradant et que ça entache le développement qu'elle a eu tout au long de l'œuvre. Bon, ici on va pas se mentir, c'est un raisonnement extrêmement occidental, voire même extrêmement francophone, je dirais. Déjà, laissez-moi vous dire qu'être une femme au foyer, c'est un véritable travail qui n'est juste pas rémunéré, donc un peu de respect pour ces femmes-là. Et ensuite, autant une femme est libre de faire le métier qu'elle souhaite, autant je pense humblement que celle-ci est tout autant libre de vouloir rester femme au foyer si tel est son désir. Et rajoutant que Hinata a 2 enfants, contrairement à tous les autres membres de sa génération. On pourrait même dire 3 si on rajoutait Kawaki, même si celui-ci est quand même déjà presque adulte. En tout cas, au final, c'est dans un sombre passage interdimensionnel que le fil rouge du destin unira pour toujours les 2 amants. Et c'est ainsi qu'au devant de la pleine lune, les deux scelleront leur amour en échangeant pour la toute première fois un baiser. Hinata. 俺はお前のことが好きだ。 Et voilà, la vidéo est terminée. Pour argumenter, je pense que j'aurais pu rajouter par exemple le cas de Kiba en fait. Parce que quand on re-regarde et qu'on relit surtout le manga, on se rend compte que Kiba s'était rendu compte qu'il y avait un petit quelque chose entre Naruto et Hinata. Justement, je pense que l'exemple le plus connu de ce que je suis en train d'énoncer, c'est au chapitre 611 où Kiba fait une petite blague là-dessus. Et plus précisément et plus globalement même dans l'anime, même si c'est pas forcément tout le temps canon, dans les petites scènes humoristiques, on se rend compte que Kiba aime vraiment taquiner Hinata sur ce côté-là. Et en réalité, je pense qu'il le faisait tout simplement parce que, au fond, il savait que c'était une relation possible. Et ensuite, il y a le cas de Neji qui a été confirmé par Kishimoto. Malheureusement, j'ai plus l'interview, je vous mettrai tout ça, je l'ai plus en tête, je vous mettrai tout ça dans la description et je vous l'afficherai ici, où justement il dit que la mort de Neji était aussi en partie pour rapprocher les deux. Certains aussi n'aiment pas la mort de Neji, ils disent que nanana, allez voir ma vidéo sur les Hyuga, j'explique en fait ce que l'auteur a voulu faire. Et dernière chose avant de vous laisser, je vois souvent dans mes commentaires, surtout dans les vidéos Naruto, que beaucoup de gens ont du mal avec ma prononciation des mots, et enfin pas des mots mais surtout des noms, parce que c'est les noms que je prononce comme ça. En fait, il faut savoir que je le dirai une seule et dernière fois, après je m'en foutrai, soit je supprimerai les commentaires, soit je bloquerai, que en fait c'est dans le personnage de Heroes Channel de prononcer les noms à la japonaise quand c'est possible. C'est sûr que oui, moi-même, Steven, quand je suis dans la rue, quand je suis en avis, je ne prononce pas Hinata, je dis Hinata ou je dis Naruto. Mais ça fait partie de l'identité d'Heroes Channel et ça me saoule de devoir expliquer un truc comme ça parce que justement c'est pas des trucs qui s'expliquent, mais j'en ai tellement marre d'avoir ce genre de commentaires que je le dis une dernière fois pour toutes, c'est dans le personnage. Et je ferai sûrement une vidéo là-dessus parce que en réalité, vous vous en rendez pas compte, mais dans la version française, on a francisé soi-disant plein de noms et les noms perdent tout leur sens parce que beaucoup de trucs en japonais ont une signification et en français, ben, ils perdent de un tout leur sens. Et même quand on fait une espèce de francisation, je sais pas si ça se dit, en fait on se trompe
En fait, genre, par exemple, un truc comme le mot Hokage, pour moi, ça n'a pas de sens. Comment est-ce qu'on l'utilise en français? Parce que en japonais, c'est Hokage, donc c'est, je crois, l'ombre du feu normalement. Et en français, on dit Hokage. Donc, ok, on ne prononce pas le H en français parce qu'il est muet, d'accord, Hokage. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Hokage? On dit bien Kage, on garde bien le Kage qui veut dire ombre. Mais on dit, pourquoi est-ce qu'on, normalement en français ça se dit cage, on est d'accord. Bref, il y a plein de petits trucs comme ça et je ferai sûrement une vidéo, mais là je la ferai en partenariat avec quelqu'un qui parle japonais couramment pour être sûr de ne pas me tromper. Parce que dites-vous que moi je ne parle pas du tout couramment japonais, j'ai juste appris la phonétique et je sais lire les kanas. Donc c'est pas un truc haut level, mais bon, voilà, je m'y connais un tout petit peu. Et juste avec ce niveau tout petit, j'arrive à voir ce genre de truc. Donc je me dis qu'en réalité, voilà, il doit y avoir pas mal de trucs. En tout cas, ce qui est sûr, je ne ferai jamais la police de la prononciation à quelqu'un parce que je suis absolument pas légitime pour le faire. Je pense que personne n'est légitime pour le faire. Mais je pense que c'est quand même important de connaître par moment les véritables prononciations. Bref, j'espère que cette dernière vidéo de l'année vous aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un like, à partager la vidéo et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche parce qu'en 2021, il y a du lourd qui arrive. Portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était Hiro.